D'après de récentes études, les anguilles européennes seraient menacées par leur addiction à la cocaïne. Coco Puff. Sympa, non? Bienvenue dans ce premier épisode de Géospoil. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux différentes substances pharmaceutiques que l'on peut retrouver dans nos eaux. Alors qu'est-ce qu'on entend par substance pharmaceutique? Eh bien, on englobera ici toute substance qui, lorsqu'elle est consommée, entraîne un changement physiologique ou psychologique. Ça inclut donc les médicaments classiques, mais aussi les drogues à usage récréatif ou les substances comme la caféine. En ce qui concerne les médicaments, car c'est là qu'il est le plus facile de trouver des chiffres, ils représentaient à l'échelle mondiale, en 2019, un marché de plus de 1100 milliards de dollars. Les plus fortes demandes concernent l'oncologie, les antidiabétiques et les maladies auto-immunes. Ces trois aires thérapeutiques représentant respectivement 13, 9 et 8% du marché mondial. Tous ces chiffres, c'est bien beau, mais pour comprendre comment des substances pharmaceutiques peuvent se retrouver dans nos eaux, il faut que l'on s'intéresse à leur mode de fonctionnement. Pour faire simple, on va prendre le cas d'un médicament à prendre par voie orale. On peut alors résumer le processus en 4 étapes. Premièrement, il y a l'absorption. Lorsque le médicament va être ingéré, il va être dégradé par l'estomac et va pouvoir rejoindre la circulation sanguine via l'intestin. Ensuite vient la phase de distribution, où le médicament va rejoindre les organes cibles. Une fois qu'il a fini son boulot, il rentre dans la troisième phase, la métabolisation, où il va se diriger vers un organe, souvent le foie, qui va le métaboliser, c'est-à-dire transformer sa forme chimique pour faciliter son élimination. Cette élimination, c'est ce qu'on appelle l'excrétion, et c'est là la quatrième et dernière étape où le médicament va être éliminé majoritairement par les urines, parfois par les selles. On peut d'ailleurs noter que lors de la métabolisation, la molécule initialement ingérée peut, et c'est très souvent le cas, être transformée en une autre molécule que l'on appellera logiquement un métabolite. Donc suite à tout ce parcours, le médicament va acquérir une forme plus soluble, ce qui va faciliter son excrétion, mais aussi sa potentielle circulation dans l'environnement et en particulier dans les eaux. Malgré ce que je viens de dire, il est important de garder à l'esprit que nous ne sommes pas les seuls en tant qu'individus à contribuer au rejet de substances pharmaceutiques dans les eaux. Il est difficile à l'heure actuelle de donner des chiffres précis concernant les contributions de chacun. Néanmoins, vous pouvez voir sur ce schéma que les deux grands secteurs sont l'industrie médicale classique et le secteur vétérinaire. Si on regarde tout d'abord le secteur vétérinaire, les substances pharmaceutiques peuvent être utilisées pour traiter le bétail, les poissons en aquaculture ou les animaux domestiques. Les substances, une fois métabolisées, seront alors susceptibles de rejoindre directement les eaux de surface. Côté humain maintenant, la consommation de médicaments et autres drogues va déboucher sur des rejets dans les eaux usées et sur des rejets solides via les ordures ménagères. J'en profite d'ailleurs pour vous inciter à ne pas jeter vos médicaments non utilisés ou périmés à la poubelle, mais à les ramener en pharmacie où ils seront triés et traités pour limiter les rejets. Les eaux usées vont donc arriver dans des stations de traitement, mais celles-ci vont malheureusement s'avérer la plupart du temps inefficaces pour traiter une diversité de substances biologiques aussi grandes et à des concentrations aussi faibles. Finalement, une fois traitées, les eaux vont rejoindre le milieu naturel. Ainsi, depuis la fin des années 90, de plus en plus d'études scientifiques s'intéressent à la question des substances pharmaceutiques dans l'environnement et en particulier dans les eaux. En 2016, une méta-analyse publiée par une équipe de chercheurs allemands montre qu'il existe 71 pays dans lesquels au moins une substance pharmaceutique a déjà été détectée dans l'environnement. Au total, sur 713 substances analysées par plus de 1000 études, 631 ont été détectées, que ce soit dans les eaux, de surface, souterraine ou potable, mais aussi dans les sols ou les sédiments. Néanmoins, 95% des études s'intéressent aux eaux, 47% à des eaux de surface, en majorité des rivières, 40% à des eaux usées et 8% à des eaux souterraines. Mais alors quel est l'ordre de grandeur auquel on est capable de mesurer ces substances pharmaceutiques? Eh bien en utilisant des techniques couplées à des spectromètres de masse, on est capable de mesurer des concentrations aussi faibles qu'un nanogramme par litre. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, imaginez-vous dissoudre une pastille de 1000 mg d'aspirine, donc 1 gramme, dans 300 piscines olympiques. Eh bien ça, on est capable de le détecter. Évidemment, la concentration moyenne que l'on va mesurer, elle va dépendre de la substance étudiée, mais aussi du milieu. On peut s'attendre à des teneurs différentes entre un fleuve urbain et un ruisseau de montagne. On peut quand même donner quelques exemples basés sur la méta-analyse évoquée plus tôt. Le diclofénac, par exemple, un anti-inflammatoire parmi les plus observés dans les eaux,
présente une concentration moyenne de 32 nanogrammes par litre. L'ibuprofène, quant à lui, présente une concentration moyenne de 108 nanogrammes par litre. Mais ces concentrations, 32, 108 nanogrammes par litre, est-ce qu'elles représentent un risque ? On ne peut pas parler de toutes les études portant sur les impacts des substances pharmaceutiques sur la biosphère. On va se concentrer sur deux exemples. Deux études publiées en 2004 par des chercheurs allemands ont permis de mettre en évidence les effets néfastes du diclofénac, l'anti-inflammatoire dont on vient de parler, sur les populations de truites arc-en-ciel, entraînant des lésions au niveau des tissus et des cellules. Concrètement, les chercheurs ont élevé différents groupes de truites dans des aquariums présentant chacun des concentrations en diclofénac différentes, à savoir 1, 5, 20, 100 et 500 microgrammes par litre. Après 4 semaines, les tissus et les cellules des poissons ont été analysés et ont permis de mettre en évidence des liaisons au niveau des reins, du foie et des branchies. D'après ces études, la concentration minimale en diclofénac pour pouvoir observer des effets est de 1 microgramme par litre. D'autres études se sont cette fois intéressées à l'oxazépam, un médicament principalement utilisé pour ses propriétés anxiolytiques et dont la présence peut entraîner des troubles chez certaines espèces de poissons. Chez la lotte par exemple, des chercheurs ont montré qu'une exposition à la molécule à des concentrations d'environ 1 microgramme par litre, soit un ordre de grandeur cohérent avec ce qui peut être observé par endroits, conduit à une augmentation de l'activité des poissons, du taux d'alimentation et à une baisse de la sociabilité. De la même manière, une autre équipe de chercheurs a pu montrer que des saumons exposés à de l'oxazépam à des teneurs de 1,8 microgramme par litre pendant 7 jours ont une activité migratoire accrue. Si vous voulez en savoir plus sur la façon dont sont menées ce genre d'études, je vous redirige vers une vidéo réalisée par l'université de Namur qui montre comment on peut s'intéresser à l'effet d'un cocktail de substances pharmaceutiques couramment utilisé par l'homme chez une population de poissons, en l'occurrence des truites. Vous trouverez le lien en description. Dans les faits, très peu d'études se sont intéressées à mesurer les concentrations en substances pharmaceutiques dans les eaux potables, et la majorité proviennent de pays développés. En Espagne ou en Allemagne, par exemple, plus de 30 substances ont été détectées dans l'eau potable. Au Canada, en Chine, en France, en Suède et aux États-Unis, ce nombre varie entre 11 et 30. En dehors des pays occidentaux, j'aimerais aussi vous parler d'une étude brésilienne publiée en 2017 qui s'est intéressée aux teneurs en cocaïne et en son métabolite principal, la benzoyl-L-gonine, dans les eaux de surface et les eaux potables d'une zone urbanisée. Dans 94% des échantillons d'eau de surface, la présence de benzoyl-L-gonine a été attestée à des concentrations comprises entre 10 et 1000 nanogrammes par litre. Et dans 85% des échantillons pour la cocaïne, à des concentrations comprises entre 6 et 62 nanogrammes par litre. Concernant les échantillons d'eau potable, la benzoyl-L-gonine et la cocaïne ont été observées dans 100% des cas, à des concentrations comprises entre 10 et 652 nanogrammes par litre pour la benzoyl-L-gonine et 6 et 22 nanogrammes par litre pour la cocaïne. Il faut préciser que ces valeurs sont 10 à 100 fois plus importantes que celles reportées par d'autres études, en Italie ou en Espagne par exemple. Mais alors, est-ce que ces concentrations représentent un danger pour le consommateur ? Eh bien, pas dans l'immédiat non. On serait a priori plus de 100 fois inférieur à la concentration minimale pour observer un effet. Néanmoins, et cela concerne toutes les substances pharmaceutiques observées dans l'environnement, il n'existe pas à l'heure actuelle de données concernant l'éventuel impact lié à une exposition chronique, c'est-à-dire de manière répétée dans le temps, même à des concentrations faibles. On a donc vu dans cette vidéo que les substances médicamenteuses sont bien présentes dans l'environnement. Bien que les concentrations observées ne présentent pas de risque à court terme pour l'être humain, ce n'est pas le cas pour tous les organismes y étant exposés en milieu naturel. Il est évident que plus de recherche est nécessaire sur le sujet, que ce soit pour définir des seuils de toxicité, c'est-à-dire la valeur à partir de laquelle un effet peut être observé, ou pour étudier l'effet d'une exposition chronique. D'après un rapport de 2019 de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, les politiques en matière de gestion du risque associées à la présence de substances pharmaceutiques dans l'environnement sont à l'heure actuelle insuffisantes. Afin de lutter contre ce problème,
4 grandes mesures sont proposées. Premièrement, mieux étudier l'occurrence, le devenir et la toxicité des médicaments dans l'environnement. Améliorer le design des médicaments pour limiter les rejets, mais aussi travailler à réduire les quantités de médicaments prescrites. Améliorer les phases de diagnostic et limiter l'utilisation de médicaments à haut risque environnemental, c'est-à-dire pouvant présenter un risque pour l'environnement. Et finalement, améliorer les processus de traitement des eaux usées, les plans de gestion des déchets médicamenteux et mettre en place plus de campagnes de prévention. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous retrouverez toutes les sources en description. N'hésitez pas à aimer la vidéo, la partager, à vous exprimer dans l'espace commentaire et surtout à vous abonner pour ne pas rater de futures émissions. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Bon, en fait, les anguilles sont pas accros à la cocaïne, hein. Mais il y a des études qui ont été faites, là je vois, par des chercheurs italiens. Alors déjà, ils nous disent que les anguilles qui ont été exposées à la cocaïne, elles apparaissaient hyperactives, mais une santé générale similaire au groupe témoin. Alors par contre, il y a eu des effets au niveau des muscles squelettiques, et des effets qui étaient toujours présents, même 10 jours après l'interruption de l'exposition à la cocaïne. Donc là, on peut voir des photos de cellules d'anguilles qui n'ont pas été exposées. Et là, on peut voir des photos de cellules d'anguilles qui ont été exposées. Et on voit clairement ici, il y a eu des dégâts, les cellules n'ont plus du tout la même tête, quoi. Mais bien sûr, aucune preuve d'une éventuelle addiction à la cocaïne.